Ça, c'est un chant occitan. Un chant qui commence par Phasen und Trau, à la Neid, la Fenno, Verbei residema i fagiù. Faisons un trou à la nuit, la femme, pour voir si demain il fait jour. Phasen und Trau, à la Neid, la Fenno, Verbei residema i fagiù. Alors, je suis Annie Palu de l'atelier des peintres de Druka. Et bon, déjà, bonsoir. Merci d'être aussi nombreux pour cette soirée organisée autour de la projection de ce film L'ombre de Goya. Alors, merci aussi à tous nos intervenants qui vont nous permettre de passer une belle soirée d'échange autour d'un artiste pas toujours facile à décoder et à la personnalité un peu particulière. Alors, en 2 mots, pour expliquer le contexte de cette soirée, en fin d'année 2022, Louis Dupont, fils de Christine Hurtevant de l'Atelier des Peintres, a proposé d'organiser une projection du film Dans l'ombre de Goya, avec débat animé par un artiste peintre. L'atelier a été intéressé tout de suite par le projet et a profité de l'occasion pour partager un moment culturel avec les habitants de Druka. Nous avons donc fait appel à Monsieur le maire, pour les modalités d'organisation. Voilà. Monsieur le maire. Bonjour à tous. Merci à tous les intervenants. Rassurez-vous, hein, c'est pas moi qui vais vous parler de l'œuvre de Goya. Il y a des gens bien mieux placés pour moi que moi pour faire ça. Non, moi je veux insister sur une chose qui me tient à cœur. C'est le sentiment d'appartenance de Louis Patrick, pour les intimes, à sa commune dans laquelle il est né, dans laquelle il a été à l'école. J'ai recherché, hein, mais j'ai pas trouvé. Il a fait beaucoup de bêtises, mais il arrivait à les cacher, en fait. Donc, il n'en reste pas énormément de séquelles, nous dirons. Mais c'est très important, et entre autres aussi le club, l'Atelier des Peintres, est un des éléments très actifs de la commune, organisant des grandes manifestations et toujours répondant présent quand la commune les appelle, je pense, pour le téléthon, les pots de confiture, etc. Donc je voudrais particulièrement, Annie, vous remercier d'être dans la commune et vraiment de participer à la vie communale, et Patrick, de ne pas avoir oublié où il est né, et de nous le rendre quelques années après. Merci Patrick. Bon spectacle. Alors nous avons parmi nous Monsieur Corentin Sénéchal d'Épicentre Film, distributeur du film. Monsieur Sénéchal, vous vous présentez et présentez le film. Bonsoir, je suis ravi d'être présent ici à Druka, et merci donc à la mairie de Druka, aux amis de l'Atelier du Peintre. Après avoir fait les Amis du Louvre, je suis content de clore finalement cette tournée, parce que le film est sorti le 21 septembre, donc j'imagine que si vous êtes là, c'est que vous ne l'avez pas encore vu. Et donc, voilà, on arrive au bout de l'exploitation, hein, parce que on est déjà en mars, et depuis septembre, ce film a déjà eu plus de 60 000 spectateurs. C'est un film qui a une très très belle vie, ce qui est assez rare pour un documentaire. Il faut savoir que ce réalisateur, José Luis López Linares, est un réalisateur espagnol, et que j'avais eu la chance de pouvoir distribuer son film précédent, qui s'appelait donc Le Mystère Jérôme Bosch. Donc voilà, si vous avez aimé ce film, je vous inviterai à découvrir son précédent film, qui était absolument magnifique, sur un tableau emblématique de ce peintre. Donc par rapport à L'ombre de Goya, donc effectivement, ce film a une histoire un peu particulière, parce que tout simplement, donc déjà en tant que distributeur, le producteur est venu me voir et il m'a dit, voilà, j'ai un projet, est-ce que tu veux me suivre? J'ai dit, oui, évidemment, parce que j'avais tellement apprécié son premier. Et donc, on est parti comme ça, sans scénario. Et au fur et à mesure, il m'a dit, écoute, je connais Jean-Claude Carrière, je vais lui proposer de participer à ce documentaire.
Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que Jean-Claude Carrière est mort avant d'avoir complètement fini ce film. Donc c'est un film assez singulier, vous allez voir. Mais ça reste, je pense, quand même un très très beau et rare témoignage. Voilà. Donc je n'en dis pas plus. Après, je laisserai aux spécialistes de la question à la peinture. Et si vous avez des questions à la fin concernant le film, la production, la distribution et un petit peu Carrière, je pourrais toujours essayer d'y répondre. Merci bien. Alors, notre intervenant, Monsieur Saïréo, excusez-moi. Alors, tout d'abord, un grand merci de revenir nous voir. Lors de votre passage, il y a quelques années, vous aviez exposé à Abbeville et vous nous aviez fait découvrir votre univers. Vous êtes un passionné d'art sous toutes ses formes, l'architecture, la sculpture, la musique, le théâtre et bien sûr la peinture. Nous avons découvert un homme d'une grande sensibilité au travers de vos portraits, collages et assemblages. Nous vous remercions d'avoir accepté de venir commenter l'œuvre de Goya. Maintenant, je vais vous laisser parler et il y aura un débat après la projection du film. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Je dois dire que Saïréo est mon nom de peintre. Là, ce soir, je suis en tant que Christian. Bon. Là, vous avez deux de mes œuvres, donc Saïréo, mais la peinture, et vous le verrez d'ailleurs à travers Goya, à travers la peinture de Goya et la personnalité de Goya, la peinture, c'est quelque chose qui sort de soi. Bon. Et quelquefois, il peut y avoir des événements qui bloquent et qui ferment les vannes de la création. Ça m'est arrivé, moi, une succession de deuils qui se sont terminés il y a 3 ans. Et maintenant, je ne peins plus, mais ça reviendra peut-être. Et ça rejaillira, je l'espère. Donc je suis en tant que Christian, ici, devant vous. Et alors j'ai un très très beau souvenir de quand j'étais venu ici avec le club des peintres du village. Et ça avait été vraiment sympathique. Et je me souviens de votre visite à Abbeville, qui était ma dernière exposition, parce que je n'en ai pas fait par la suite. Alors, quand Louis Dupont m'a demandé si je voulais venir parler de Goya, je lui ai dit attends, Goya, je connais pas bien. Et puis d'un seul coup, je lui ai dit mais attends. Si, je connais Goya. Je me souviens, j'ai même vu une exposition à l'Orangerie, à Paris. Je suis né à Paris, bon. J'ai vu une expo à l'Orangerie, mais je lui ai dit, mais il y a longtemps, il y a 20, 25 ans, bon. Et j'ai cherché sur Internet, et en fait, l'exposition de Goya que j'avais vue, eh bien, elle datait de septembre 1970, c'est-à-dire qu'il y a 52 ans. Et je me suis rappelé tout de suite qu'il y avait des tableaux. Des tableaux me sont revenus en tête sans les voir. Et je me souvenais de leur emplacement dans l'Orangerie. Donc je me suis dit, mais oui, Goya quand même, et je me suis rappelé par la suite de plusieurs autres des œuvres de Goya. Alors Goya n'est pas celui que l'on connaît le mieux, malheureusement en France. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas énorme, dans nos musées, à part à Tarbes, où il y a un musée qui lui est consacré, il y a relativement peu d'œuvres de Goya qui se trouvent dans nos musées. On a la chance, au Louvre, il y en a 2, et vous les verrez d'ailleurs, vous en verrez un qui est présenté par la conservatrice du Louvre, et on a la chance, dans les Hauts-de-France, d'avoir au musée de Lille deux des grands chefs-d'œuvre de Goya. Ce sont les jeunes et les vieilles.
Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est un pendant, vous comprendrez pourquoi un peu plus tard. Et alors, il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup touché, c'est que donc ma dernière exposition, c'était à Ville, et mon avant-dernière exposition, c'était à Colombières-sur-Orbe, c'est-à-dire le village où est né Jean-Claude Carrière, où il est enterré maintenant. Il est mort à Paris, dans son appartement à Paris, en février 2021. Et je me souviens l'avoir côtoyé pendant un week-end entier. Il avait, lui, sa table on avait tous des grilles dans les gorges au-dessus de Colombières avec nos tableaux. C'était une expo collective, nous devions être une trentaine d'artistes, et lui était avec quelques écrivains et avec quelques-uns de ses livres à peu près là-bas. Donc on a, toute la journée, on a vaqué à gauche, à droite, et j'ai eu la chance de le voir, de parler avec lui, mais pas directement, hein. Je n'ai pas eu de conversation directe, mais entre personnes, voilà. Et alors ça, c'est une petite anecdote, c'est que sa femme, que vous allez voir, qui est une femme exceptionnelle et d'une très grande beauté, elle intervient dans le film à plusieurs reprises avec toute sa beauté, sa douceur, et alors là, je me flatte moi-même. Elle m'a demandé si je présentais une série de portraits à lui, parce que en tant qu'artiste, je travaillais par séries très différentes, et quand une série, le dernier tableau d'une série me devenait trop facile, je partais complètement sur quelque chose d'autre. Et là, j'avais présenté une série ancienne qui allait bien avec le paysage des gorges, et c'était des portraits avec un papier aluminium. Et elle m'avait demandé, elle était venue me voir, elle m'avait dit, est-ce que vous voudriez faire pour moi un portrait de Jean-Claude Carrière? Et j'ai refusé, je lui ai dit non, je lui ai expliqué le pourquoi, je lui ai dit si j'en faisais un, ça serait une recette, donc ça, je ne le veux pas. Et elle l'a très très bien compris, mais voilà le rapport que j'ai eu la chance d'avoir avec Jean-Claude Carrière et son épouse. Et je vous en parle parce que c'est très intéressant, c'est-à-dire que comme je m'étais quand même se rappeler précisément d'un souvenir de 52 ans, bon, ça, j'étais déjà très jeune encore, j'avais 19 ans. Bon, lorsque on se souvient de quelque chose comme ça, bon, tout de suite j'ai dit à Louis, oui, j'accepte de faire cette introduction, mais il va falloir que je travaille beaucoup. Donc j'ai acheté tous les bouquins que vous pourrez feuilleter qui se trouvent sur la table du fond, et qui sont les livres que l'on trouve sur Goya. Et alors, une chose m'a énormément intrigué aussi, c'est que j'ai regardé sur Internet qu'est-ce qu'il y avait comme film sur Goya. Et je me suis aperçu que José Luis Lopez Linares, qui est le metteur en scène, avait déjà fait un film il y a 2 ans qui s'appelait Le soleil de la raison, et le sommeil, pardon, de la raison. Et j'ai essayé de le regarder, et j'ai eu la chance de le trouver en vision sur Internet. Et je me suis aperçu qu'il y avait les mêmes beaucoup de scènes très proches,
C'était un portrait de Goya, très proche de ce film-là, mais avec d'autres images, un autre propos, et un propos qui était spécifiquement consacré au peintre Goya, avec bien entendu un scénario total de Jean-Claude Carrière. Et ce qui est très intéressant, c'est que je pense que José Luis Lopez Linares s'est rendu compte que lorsque Jean-Claude Carrière est mort, l'autre film était sorti déjà, eh bien il avait encore beaucoup d'images qui avaient été tournées, et il a fait ce film que vous allez voir, qui est autant un portrait de Goya qu'un hommage vibrant à Jean-Claude Carrière. Je dirais presque que c'est le plus bel hommage qu'on pouvait faire, et vous allez voir l'importance énorme qu'a Jean-Claude Carrière dans ce film. Vous le verrez d'ailleurs dès le générique du début et au générique de fin également. Voilà, ben écoutez, je vous laisse avec Goya, avec Jean-Claude Carrière, et je vous souhaite une très belle projection, parce que vous allez découvrir un peintre qui est stupéfiant, et il n'y en a qu'une partie. Vous pourrez regarder entre autres après d'autres. Enfin, je vous expliquerai d'autres choses, mais je préfère pour l'instant que vous voyez le film. Voilà. Voilà, je suis venu vous dire bonsoir. Je vous ai vu souvent. Je ne m'en lasse pas. Je ne sais pas si tu es une ou deux, ou si tu es une et deux, ce qui est plus probable. Il se fait tard déjà maintenant pour moi. Je vous ai vu, je t'ai vu pour la première fois il y a 50 ans, et même plus. Voilà, vous avez découvert, vous voyez, à la fois Goya et à la fois un portrait de Jean-Claude Carrière. Hein, c'est vraiment un hommage qui lui est rendu avec la douceur qu'avait cet homme, la grande gentillesse. C'était quelqu'un de fluide. Bon. Et puis Goya, alors Goya, vous n'en avez vu qu'une petite partie. J'espère que ça va vous donner envie de découvrir davantage. Et attention, courage. Parce que c'est parfois très, très dur. C'est-à-dire que c'est un homme qui a... Alors, au niveau rapidement, une biographie rapide, Goya est né donc dans ce village que l'on a vu. Il y a passé ses 15 premières années avec un papa qui était d'horreur et une maman qui était de la petite noblesse désargentée. C'est pour ça qu'il signait ses lettres très souvent de Goya. Il pouvait se permettre. Et il va tout d'abord suivre déjà tout de suite dès l'âge de 12-13 ans, il va commencer vraiment à étudier la peinture, et il se révèle très rapidement quelqu'un d'extrêmement extrêmement doué. Et il va faire une première demande à l'âge de 17 ans pour rentrer à l'Académie des Beaux-Arts de Madrid. Il n'y sera pas accepté. Et puis, par la suite, eh bien, il va continuer à travailler avec un peintre qui s'appelle Bayeux, qui est un grand peintre espagnol de la même époque, avec lequel il va avoir à collaborer tout au long de sa vie, je dirais. Et la collaboration va être très intime, puisqu'il va rentrer dans la famille, puisque Bayeux, il va épouser
Si. La sœur de Bayeux, qui s'appelle Josépha, et qui est une femme... alors on a vu la belle duchesse d'Albe. De Josépha, il n'a pas fait beaucoup de portraits, il existe juste un fusain qui a été fait, et on lui souhaite du courage. Bon, parce que vraiment, lui, bon, c'était une femme qui semblait plus que banale. Et ils ont eu quand même 7 enfants. Mais pour vous montrer les drames, parce que là, ce que l'on a vu, on a vu de l'aristocratie, on a vu des scènes quand même qui sont assez dures, mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup plus dur. Et pensez quand même que Goya, avec Josépha, va avoir 7 enfants, 6 vont mourir en très bas âge. Il y a simplement un enfant qui va succéder à Goya. Donc vous imaginez quand même le drame déjà de cette vie. Bon, l'époque aussi est très importante, parce qu'on se trouve au moment où en Espagne, ce qui est tout puissant, c'est l'Inquisition. Vous avez remarqué tous ces personnages avec les bonnets coniques très pointus. Ça, c'était les gens qui étaient condamnés par l'Inquisition. C'était ce qu'ils portaient pour aller au lieu de leur exécution, qui avait lieu soit brûlés sur des bûchers, soit garrottés, et on en a vu quelques-uns. Mais voilà. Donc une période très dure à cause de cette Inquisition qui est toute puissante. Goya va avoir la chance de rentrer, non seulement, enfin de rentrer, on lui a refusé 2 fois à l'âge d'une vingtaine d'années, on lui a refusé 2 fois l'entrée à l'Académie des Beaux-Arts de Madrid, mais il va en devenir le principal directeur 5 ans plus tard, vous voyez, bon. Et à partir de ce moment-là, il va pouvoir rentrer dans le monde, et dans le monde, donc dans l'aristocratie, il va devenir très rapidement peintre du roi et peintre de la chambre du roi, ce qui était le sommet, c'est-à-dire que on fréquentait la fréquentation du roi était une fréquentation normale, presque banale. Et il a beaucoup aimé ça, et parce ça lui a permis de trouver beaucoup de, entre guillemets, clients. Parce que bon, on ne vivait pas à cette époque-là en faisant des expositions. On vivait, quand on était peintre, en ayant des commandes soit de l'Église, on l'a vu à plusieurs reprises, il a peint plusieurs fresques, plusieurs coupoles que vous avez vues, et puis surtout il a peint, imaginez, il a peint 700 tableaux en tout, et la plupart des portraits. Et une chose qui était assez drôle, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais quand on voit, surtout pour les femmes, on voit que les robes sont... Alors, peut-être qu'il arrive à peindre très finement les dentelles, etc. Mais en fait, il préparait déjà, quand on le voit avec la duchesse d'Albe, il préparait déjà les costumes, et quand ces dames avaient le temps, bien, elles venaient à l'atelier de Goya pour qu'on termine et qu'on fasse le visage. Et alors, une chose un peu particulière. Non, je voudrais vous dire aussi pour
pour continuer dans l'histoire, excusez-moi de tout se mélange un peu par moment, pour revenir dans l'histoire, il y a donc au début l'Inquisition. Mais il y a ensuite la période napoléonienne. Et là, il va y avoir, pendant 1 an et demi, c'est le Napoléon qui arrive. Et en fait, Napoléon, il venait suite au siècle des Lumières. C'est-à-dire que certains Espagnols auraient pu accepter cette arrivée, ça paraît fou, cette invasion de Napoléon qui les aurait un peu libérés de cette puissance de l'Église et de l'Inquisition. Et bon, bien entendu, c'était une occupation aussi, donc ça n'a pas été accepté. Il y a eu des massacres monstrueux. C'est très connu, hein, quand on pense si on veut condamner Napoléon au maximum, on fait un rappel à cette guerre d'Espagne. Et entre autres, ça a permis à Goya de peindre 2 de ses plus belles toiles. C'est le 2 mai 1808 et le 3 mai 1808, qui sont le 2 mai. Le 3 mai, on l'a vu représenter, c'est cet homme blanc qui va se faire fusiller. Et en fait, c'est un petit peu, et qui fait, alors, moi, c'est quelque chose que j'interprète, il fait le V de la victoire, il n'a pas peur du tout. Et c'est le 3 mai 1808, et le 2 mai 1808, c'est aussi un portrait extrêmement violent, où là, on voit les Mamelouks, c'est-à-dire les bataillons égyptiens qui combattaient pour Napoléon. Et là, c'est encore du massacre. Et vous avez vu à quel point il y a de la violence permanente. Ça correspond aussi, cette période de Napoléon, c'est une des coupures. Ça ne va pas s'arranger en Espagne parce qu'ils vont avoir un roi qui va être un véritable tyran, que l'on a vu également, et qui va pousser Goya à s'éloigner un peu de la cour. Parce que Goya était vraiment, avec son beau-frère Bayeux, vraiment il faisait partie de ce milieu de la cour. Mais il faisait partie aussi de tout un mouvement, enfin pas un mouvement, un regroupement, non, comment dire, un mouvement d'admirateurs du siècle des Lumières que l'on avait en France. Et ça, c'était devenu absolument impossible à cause de l'Inquisition. Et vous savez, donc, c'était la liberté. Et quand il peint la Maja nue, la Mara nue, c'est un grand scandale. Et il va être obligé de passer devant le tribunal de l'Inquisition. Et c'est par l'aristocratie qu'il va en être, par le roi lui-même, qu'il va en être, je dirais, sauvé. Et c'est maintenant un de ses tableaux les plus importants. Mais la chose qui est la plus terrible je crois, pour Goya, c'est le fait qu'il tombe malade il va tomber malade 2 fois. Alors, avec la médecine de nos jours, on pense que ça pourrait se rapprocher à des AVC très puissants. Mais imaginez quand même que la première fois où, à Séville, il a cette première maladie, eh bien, c'est quelque chose de terrible parce que non seulement il n'a plus d'équilibre, il ne tient quasiment plus debout, il perd la vue. Vous imaginez perdre la vue pour un peintre pendant quelques semaines seulement,
ça reviendra. Par contre, il va devenir subitement complètement sourd. Ce qui veut dire que... Bon, quand on... bon, moi je suis sourd d'une oreille, donc vraiment, bon, j'ai compensé par l'autre, donc ça va. Mais imaginez-vous, bouchez-vous les oreilles pendant une journée entière, c'est terrible, c'est-à-dire que ça vous coupe du monde, et c'est pour ça que quand il parle des regards, autant les visages quelquefois sont peints d'une manière, on en connaît des mieux peints, je dirais, mais les regards sont extrêmement puissants, et les autoportraits de Goya sont d'une puissance et d'une... on l'a en face de nous, on a l'impression réellement de le connaître. Et là, quand même, quand il se trouve dans cette solitude totale, eh bien, imaginez tout ce qui peut se passer dans ce traumatisme d'avoir perdu c'est une partie énorme de ses fonctions, de sa vie d'être humain, d'homme. Eh bien, il va y avoir ces images qui vont se libérer avec une violence énorme. Et il peint donc 700 tableaux peints, mais il va y avoir également 300 gravures. Et il est un des personnages importants dans l'invention de la technique, enfin l'invention, non pas l'invention, mais dans l'évolution de la technique de la gravure et des eaux fortes. Et là, vous verrez sur la table, j'ai amené les livres que j'ai achetés pour préparer cette connaissance de Goya, et je vous promets que, bon, je suis quelqu'un un peu déprimé de temps en temps, mais ça m'est arrivé, ça c'est du Valium, d'avoir les jours où je travaillais vraiment, mais des jours, bon, des heures durant sur Goya, et lorsque j'ai regardé quelques-unes de ces gravures, c'est insupportable de les regarder tellement on se demande comment un homme a pu imaginer une horreur pareille. C'est terrible. Et il vivait dans ce monde-là. Mais d'autre part, c'était un très bon vivant. C'est ça il est plein d'ambiguïté. Et il y a une chose, à la fin, on en parle. Alors, oui, j'ai encore deux choses très importantes à vous dire. Alors, on parle du chocolat. Le chocolat, c'était son obsession. Alors, ses obsessions, c'était la corrida, la chasse et le chocolat. Mais vraiment, quand il parle du chocolat, c'est tout le temps. Et il avait, on ne connaît que très peu de choses de Goya, sauf par sa correspondance. Et sa correspondance, elle est presque exclusivement avec un ami à lui, qui avait 1 an de moins que lui, et qui s'appelait Zapater, Martin Zapater. Et là, c'est reconnu maintenant, et on trouve, j'ai eu la chance de trouver la correspondance entre Goya et Zapater. Malheureusement, on ne connaît pas le retour. On connaît simplement les lettres de Goya à Zapater, mais on ne connaît pas celles de Zapater à Goya. Et là, on s'aperçoit d'une chose, alors, vous allez être surpris, c'est qu'en fait, Goya était homosexuel. Et quand on vous présente la duchesse d'Albe, on dit « Ah, on pense qu'il a peut-être
était l'amant de la duchesse d'Albe. En fait, pas du tout. Quand dans une des lettres de Zapater, et vous verrez, je crois qu'elle est, j'ai mis un signet dedans sur le bouquin, dans les différentes lettres, il dit, si tu veux, viens cet après-midi, il y a l'Albe, il dit pas la duchesse d'Albe, il dit il y a l'Albe qui vient pour son portrait. C'est-à-dire que la robe était faite, il restait simplement le portrait à faire, et voilà. Et il y a une chose qu'on peut remarquer, c'est que les femmes ne sont pas aussi bien peintes qu'on pourrait le souhaiter, et quand je voulais pas vous le dire avant, mais si on regarde les hommes, par exemple, on sent la virilité. Ils sont plus incarnés que le sont les femmes, qui sont toutes assez semblables dans l'œuvre de Goya. Et c'est depuis que l'on connaît cette correspondance avec Zapater que l'on sait cette tendance homosexuelle de Goya. Et c'est entre autres dans les lettres à Zapater, c'est insensé. Il n'était pas très raffiné, Goya, hein. Il y a des gros mots, mais alors, dans chaque lettre, bon, c'était du brut de décoffrage. Mais alors, à chaque fois, il lui dit, mais alors, il faut absolument qu'on se voit très vite. Alors, il trouve toujours des petits... des petites manières de dire bon, j'ai envie de toi, bon, point. Et puis et puis alors il dit j'aimerais qu'on chasse, parce que il est obsédé par la chasse, il est obsédé par la corrida qu'il adore, et puis alors et le chocolat. Et je vous assure que quand je vous dis chocolat, c'est pas une anecdote comme ça, il parle du chocolat sans arrêt, vraiment. Et c'est un homme qui est sans arrêt occupé, qui a malgré cette sourdité, quand il écrit à Zapater, il dit j'ai pas le temps, là je dois aller faire à la cour, parce qu'il faut que je fasse le portrait de l'enfant du prince, d'une princesse ou autre. Il n'arrête pas, il n'arrête pas. Et on se demande comment il fait, parce qu'il rentre, alors il dit j'ai écrit la lettre, mais j'ai pas eu le temps de l'envoyer. Enfin bon, passons. Voilà. Donc c'est un homme qui est plein d'énergie malgré cette surdité, et qu'il montre dans les gravures intenables. Et ça, enfin, moi j'avoue que de m'être plongé vraiment dans Goya, c'est plus les gravures qui m'ont vraiment frappé, qui sont uniques. Enfin, moi, j'étais, avant d'avoir une période de peintre, j'ai été guide touristique, donc j'ai vu énormément de musées. C'est pour ça que j'adore parler comme ça. Enfin, j'espère que c'est encore, il reste un petit truc bien. Mais dans toutes les peintures que j'ai vues, je n'ai jamais vu de choses aussi terribles, aussi dures que ce qu'a gravé Goya surtout. Et une chose, oui, alors, autre chose. Donc, je vous ai dit, il y a deux parties, j'ai presque fini. Il y a deux parties dans la vie de Goya. Il y a la vie donc d'un Goya qui a son ouïe, qui n'arrête pas de travailler, qui a tout de suite été, mais très jeune, à la tête d'écoles, d'académies royales, qui a fréquenté la cour. Et puis, après, il y a
la surdité d'une part, et puis il y a le fait qu'il y a cette coupure avec Napoléon. Et puis l'Inquisition qui revient tout de suite après avec le roi que vous avez vu représenter et qui a été, qui a forcé, on pourrait dire, tous les amis, enfin Goya et la plupart de ses amis, qui aimaient le siècle des Lumières, c'est-à-dire Rousseau, Voltaire, c'était interdit en Espagne. Et là, c'était ceux qui voulaient retrouver la liberté devaient plus ou moins s'exiler. Alors, quand Goya va tout d'abord quitter la rive de Madrid, où se trouve le Palais Royal, pour aller dans la maison des sourds. Et c'est là, imaginez, vous vous souvenez, on a vu ces peintures sombres, ces peintures noires, avec, bon, comment s'appelle-t-il, Jean-Claude Carrière, et il est gentil quand il dit, bon, moi j'aime bien la petite jeune fille, là, qui... bon, je la trouve un peu noire aussi, mais comment Goya va peindre ce qu'on appelle ces peintures noires. Il va pas chez lui, mais il va pas les peindre sur des toiles qu'on accroche au mur. Il va les peindre sur les murs, c'est-à-dire qu'il les a sous les yeux tout le temps. Saturne dévorant son enfant, c'est effrayant. Moi, quand Louis m'a appelé pour... C'est ce tableau que je me souviens, enfin je rentrerai dans l'orangerie, immédiatement je vous montrerai le mur où il était accroché. Et il avait ça chez lui, donc c'était pas un tableau, bon, quand on en a marre, on l'enlève, non, il vivait dans ce monde extrêmement morbide, et ça c'est quelque chose quand même de très impressionnant. Et la maison d'ailleurs s'appellera la maison du sourd. Et puis il va s'exiler à Bordeaux. Alors c'est pas un exil, il s'enfuit pas en catimini, puisque il va effectivement aller à Bordeaux. Il y va. Bon, sa femme Josépha est morte. Et il a une jeune compagne qui a 28 ans de moins que lui, avec qui il a une petite fille qui aura 10 ans à la mort de Goya. Et il va partir donc à Bordeaux, il va faire un voyage, un court séjour à Paris, et puis il va revenir quand même en Espagne pour aller voir le roi, parce qu'il est toujours peintre de la chambre du roi. Donc, il veut dire au roi, je m'en vais, mais je veux une pension, je veux une retraite, c'était le moment déjà à l'époque. Et il dit, je veux une retraite, enfin une pension, et le roi l'autorisera, et c'est là où il va venir à Bordeaux, et une des dernières peintures qu'il va peindre, on l'a vu, vous m'excusez 2 secondes, je vais chercher le bouquin pour vous la montrer. Non, je voudrais vous montrer ce portrait parce qu'il y a énormément de... voilà, c'est un des derniers portraits que l'on a vu. Vous vous souvenez, on le voit à un moment en grand, et là c'est pour moi le portrait de vraiment, là il y a la tendresse, il y a la féminité. Bon ben Goya il termine sur de la tendresse, une certaine voilà, un peu d'espérance et de douceur dans un monde qui a été très dur. Voilà, je sais pas. Non. Je vous conseille de vous plonger
dans l'œuvre de Goya. C'est dur, mais c'est passionnant. Merci.